merci à Charles et Thibaut et Mathilde qui va bientôt arriver de nous donner leur témoignage, en tout cas de nous faire un petit rex sur leur pratique de l'UX Research dans leur métier. Voilà. Et puis on est très content parce que c'est notre premier gros événement en visio. L'antenne Flupa Normandie s'est montée ce printemps. Il y a eu un événement à Caen en avril et puis là voilà en mai. C'est le premier événement en visio. Donc on est ravis de lancer ça et merci de nous rejoindre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en attendant tout le monde? Je pourrais vous dire que pour ceux qui font partie de l'antenne normande de Flupa, on a un Slack sur le Slack de Flupa, on a un canal Antenne Normandie. N'hésitez pas à nous rejoindre dessus, à vous manifester, surtout à poster des events normands ou des informations particulièrement normandes que vous pourriez avoir envie de partager pour que ce canal antenne soit vivant. Voilà. Et sinon, concernant notre visio, donc on a Thibaut qui est UX designer, corrige-moi si je ne dis pas bien ton titre, Thibaut, chez Orange, qui va nous parler de sa pratique de la recherche utilisateur. On a Charles qui est aussi UX designer, product designer chez Inato. Non, je me trompe. Si c'est ça, parfait, voilà. Et Mathilde à la région, Mathilde que je ne vois pas encore, donc ça commence à m'inquiéter, donc je vais lui mettre un petit message en lui demandant où est-ce qu'elle est. Voilà. Mais on va bientôt commencer. Désolée, je fais juste... En attendant, peut-être... Hop là, accepter, voilà. En attendant, voir si Mathilde arrive encore 2-3 minutes. Camille, est-ce que tu veux bien présenter notre projet de France Design Week pour l'antenne Flupa Normandie? Oui, tout à fait. Alors, on a envoyé notre première newsletter il n'y a pas très longtemps également, dans lequel on faisait un appel aux gens de Normandie, ceux qui étaient volontaires, pour nous aider à monter des ateliers de découverte de l'UX en Normandie, parce qu'on pense que voilà, il faut un peu démocratiser la pratique et prêcher la parole un peu partout. Et donc, le prochain rendez-vous pour cet atelier, ça serait la France Design Week qui aura lieu du 14 au 30 septembre 2024. Donc, l'idée, c'est de monter un ou plusieurs ateliers, indépendants des thématiques qui nous parlent et qu'on a envie de véhiculer. Alors, principalement, on pensait plutôt sur Caen. Il faut savoir que du coup, l'antenne Normandie, c'est Caen, Le Havre, Rouen. Il y a un petit peu plus de monde à Caen, donc on s'était dit que potentiellement l'atelier se ferait plutôt sur Caen. Pourquoi pas dans le 2SE qui nous a déjà accueillis pour notre premier événement. Mais il y a aussi des possibilités d'ateliers au Havre, par exemple à la Cité Numérique, c'est une possibilité, ou à Rouen, à NWX. Donc voilà, c'est à NWX qui se trouve à Salinopolis. Donc voilà, c'est des possibilités. On est preneur de toutes vos idées de lieux ou vos idées d'ateliers. N'hésitez pas du coup à nous contacter directement Myriam si vous avez des petites idées à ce sujet. Super, merci Camille. Bon, j'espère que Mathilde va finir par nous rejoindre, mais en tout cas, on peut commencer avec Thibaut dès maintenant. Voilà, si je te laisse la parole, Thibaut, pour te présenter et nous faire un petit témoignage de ta pratique de l'UX Research dans ton métier, dans ton quotidien. Ok, bah avec plaisir. Est-ce que je suis audible? M'entendez-vous? La vidéo a l'air d'avoir frisé. Je sais pas si c'est juste moi. Oui, non, mais carrément, parce que j'arrive pas à rétablir une caméra, donc je sais pas. Je vais réessayer. En tout cas, on t'entend. Bon, bah c'est l'essentiel, je pense. Je vais partager quelques pages, si vous voulez bien. Alors, voilà, la caméra est revenue, mais par contre, le partage ne marche pas. Alors, Si, attends, marche-t-il le partage? il faut que je te donne le droit, mais il me semble que tu l'as. D'accord.
Hi, hi, hi. Ah, super, on les voit. On les voit? Elles se sont affichées. Je vais l'épingler, comme ça on va la voir. Est-ce que vous la... Est-ce que vous voyez? Voilà. Ah bah super, ouais, donc c'est bien ça, c'est cette page de présentation. Donc en accord avec Myriam et puis les Charles, Camille et les autres, je souhaitais vous partager, l'expérience que j'ai vécue avec une collègue, de chez, Orange Innovation. Donc oui, en 2 mots, donc j'appartiens à Orange Innovation qui a un site à Caen, en Normandie, sachant que d'autres sites Orange Innovation sont présents à Rennes, à Lannion en Bretagne, à Grenoble, à Châtillon, et à Londres, toute petite équipe à Londres. Et dans cette grande maison, Orange Innovation, il y a une équipe qui s'appelle XD Lab, c'est le laboratoire de design, d'Orange, dans lequel on conçoit les produits et les services futurs, d'Orange pour tous les pays du monde puisque, juste un rappel très bref, nous sommes présents en Afrique, dans une dizaine de pays, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, en Espagne, en Belgique. Bon, je vais pas vous faire la liste complète, mais en fait, je voulais vous parler d'une recherche utilisateur qu'on a réalisée pour le Sénégal il y a à peu près 7 ans. Hem, une recherche utilisateur, en terrain inconnu, en tout cas pour nous, les deux collègues, enfin, ma collègue et moi, qui, travaillons pour la première fois, sur le pays Sénégal. Donc on était complètement vierge de connaissances sur ce pays. Je n'y étais jamais allé personnellement et donc je connaissais vraiment très peu de choses à part le drapeau, voilà. Et donc finalement, le Sénégal est un pays très différent de la France. Il y en a peut-être parmi vous, qui connaissent un peu, mais effectuer une recherche utilisateur, au Sénégal, quand on n'y connaît rien du tout sur le pays, ça demande, une acculturation, donc ça demande du temps pour, aller chercher l'information et puis progressivement comprendre comment, les gens fonctionnent, comment ils vivent dans ce pays, quels sont les paysages, les différents lieux de vie. Il y a beaucoup de gens à la campagne au Sénégal, beaucoup d'agriculteurs et il y a aussi beaucoup de gens à Dakar, cette très grande ville, la capitale, au bord de la mer. Hem, il y a 2 religions, c'est la religion musulmane et la religion principale, mais il y a également des catholiques. D'ailleurs, ça se voit très rapidement aux prénoms que les gens ont. Les prénoms français, sont plutôt des prénoms de famille catholique et puis les prénoms, plus arabisants, bah, sont des prénoms en général de famille musulmane. Il y a un rythme de vie qui est très calé sur les fêtes religieuses, sur les fêtes familiales. Il y a beaucoup d'entraide dans les communautés, familiales et élargies. Il y a un niveau de vie qui n'a rien à voir avec celui de l'Europe. Une grande majorité de personnes vivent, je dirais pas dans le dénuement, mais de manière très modeste. Quand ils arrivent à louer une pièce à Dakar, par exemple, c'est déjà bien. La moitié de la population, voire plus, a moins de 20 ans. C'est encore une autre grosse différence avec la France. Et néanmoins, on a une population qui a pris le numérique, en main, très rapidement, depuis 15-20 ans et notamment le mobile et plus particulièrement les applications financières sur les mobiles, donc les applications de transfert d'argent, les applications de paiement et donc une population très peu, digitalisée, en fait, il y a encore 20 ans, est très à l'aise globalement avec le mobile aujourd'hui, à tous les âges.
Alors bien entendu, le taux d'équipement n'est pas encore tout à fait celui qu'on peut avoir en Europe, mais ça s'en approche de plus en plus. Je parle du mobile, hein. Évidemment, il y a très peu de fibres et il y a beaucoup moins de foyers équipés en numérique à la maison, en ordinateur, ou en tablette, bien entendu. C'est lié au niveau de vie, bien sûr, de ce pays et donc en fait, pour en apprendre plus sur le Sénégal, on a fonctionné avec une personne, un relais sur place, donc une francophone qui vivait personnellement depuis plusieurs années dans le pays et qui nous a vraiment beaucoup aidés à nous acculturer à ce qu'est ce pays, à ce que sont les coutumes et les usages et les façons de vivre dans ce pays. Hem, donc la recherche utilisateur, avant même de démarrer la recherche utilisateur, en fait, on a eu besoin de passer du temps, sur cette phase d'acculturation. Alors pourquoi, faire une recherche utilisateur au Sénégal? Bah, voilà, parce que c'est un pays dans lequel nous sommes présents et en l'occurrence, nous avons du budget encore aujourd'hui, même si ça se réduit, pour des projets qu'on appelle de recherche, où on peut prendre du recul sur, les besoins de certains marchés, les tendances, d'usage, les signaux faibles, ce qu'on appelle les signaux faibles, en matière d'usage du numérique et on nous laisse un peu de temps pour le faire. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur, des rythmes de rush comme dans des projets de production où on doit, sortir des versions de produits et cetera et en parlant de produits Orange au Sénégal donc un des produits phares, c'est le fameux produit Orange Money, donc cette application qui permet de faire des échanges d'argent entre personnes, des transferts d'argent. C'est l'usage principal, qui permet aussi de payer des choses et c'est un secteur hyper concurrentiel en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne. Il y a des acteurs du Moyen-Orient ou même des acteurs africains qui sont très actifs sur ce marché particulièrement. Alors, avant de faire notre recherche utilisateur, il a fallu définir nos problématiques et pour ça, on est passé par un atelier de définition des problématiques avec des habitants du Sénégal. C'est-à-dire qu'on n'était pas seulement entre designers chez Orange, mais on a impliqué des habitants du Sénégal pour dégager 2 problématiques très actuelles. Enfin, je parle de ça il y a 7 ans déjà, hein, donc les choses ont quand même beaucoup bougé depuis, mais et donc ça passe par du partage de données sur, sur le pays, sur le marché, sur les usages, sur, les business qui fonctionnent déjà chez Orange et chez les concurrents et pourquoi définir une problématique? Bah, parce que c'est fondamental pour, orienter une recherche utilisateur. Qu'est-ce qu'on va chercher, en fait et pourquoi? Et donc, bah, ces problématiques, on en a imaginé quelques dizaines et puis on les a priorisées par rapport, effectivement à la stratégie, du groupe, par rapport aux projets déjà en cours, par rapport au potentiel d'innovation et puis au sens que ça faisait à l'époque, par rapport, à la connaissance qu'on avait à l'instant T du pays et des usages dans le pays. Et donc, bon, je vais passer rapidement, mais on a dégagé 2 problématiques prioritaires, l'une sur les jeunes au Sénégal et leur usage du numérique, notamment des services bancaires au numérique et une autre sur, voilà, qui concerne absolument toute la population, qui est très habituée à manipuler le cash, historiquement comme partout, mais le cash est encore très utilisé, en Afrique subsaharienne et au Sénégal en particulier. L'autre problématique, c'était la problématique de la découverte du numérique et des services financiers numériques par absolument toute la population qui est très habituée au cash et beaucoup de gens n'utilisent que le cash, même encore aujourd'hui. Et comme on n'y connaissait rien sur le Sénégal, enfin je veux dire dans ce projet de recherche, on a eu besoin de passer par une première phase où on prenait tout le recul nécessaire sur, eh bien la manière dont les Sénégalais, manipulent l'argent et l'utilisent au quotidien, en prenant un échantillon le plus représentatif possible de la population, avec des jeunes, des moins jeunes, donc une part de jeunes qui est à peu près la moitié puisque ça c'est le cas dans le pays.
On a pris soin de varier les professions des gens, de manière à faire une première étude vraiment exploratoire, heu, des usages du numérique dans le domaine de la finance. Et donc les livrables qu'on a promis, c'est un kit, ce qu'on a appelé un kit de profil utilisateur, donc de 16 Sénégalais, Sénégalaises, avec leur biographie, la manière dont ils utilisent leur mobile, leur rapport à l'argent, leurs activités, liées à l'argent et ce qu'on appelle leur cercle de confiance. C'est-à-dire que l'argent, les questions d'argent sont très souvent des questions de confiance et cette thématique de la confiance était importante à regarder pour nous. Tu me dis, hein, je pense que je suis pas loin des 10 minutes, Myriam. Tu as dépassé les 10 minutes, mais vas-y, vas-y. J'en profite juste pour dire, si vous avez des questions à poser à Thibaut, je vous propose de les poser dans le chat et puis on y répondra après. Thibaut y répondra après que Charles et Mathilde aient pris la parole. Voilà, n'hésitez pas en tout cas. OK, génial. Je pense qu'en 3 minutes, je vais conclure. Je désolé, non, tout ça pour vous dire que le fait de travailler en binôme sur une recherche utilisateur, ça change tout dans le sens où, donc on était deux collègues, hein, alors pas tout à fait à plein temps, hein, sur cette activité, mais le fait d'avoir un miroir, un binôme ou une binôme en l'occurrence avec qui on peut échanger sur cette activité, c'est pas à mon avis, c'est fondamental, plutôt que de travailler dans son coin et en plus, la possibilité d'interroger ponctuellement un relais sur place, ça a vraiment beaucoup aidé le projet et le processus. Donc très rapidement, en fait, on a réalisé donc des entretiens à domicile en faisant appel à des Sénégalais, qui allaient, visiter donc, ces 16 personnes chez elles et avec lesquelles on avait un entretien, à peu près d'1 heure et demie, voire même 2 heures avec des activités, graphiques, qui aidaient les personnes, qui sont pas toujours très à l'aise avec la lecture du français, voire qui la maîtrisent pas du tout, à se positionner sur des réponses à nos questions, donc en utilisant le dessin et les schémas. Et il en est sorti donc 16 profils. Donc on a réalisé 16 posters en fait, qui étaient tous sur le même modèle en fait, où on avait la biographie de la personne, ses usages du mobile, ses relations, son cercle relationnel, donc c'est des données personnelles qui sont très sensibles, hein, évidemment, heu et très détaillées. Ses activités financières et puis toutes les relations financières que cette personne peut avoir avec son entourage et pour terminer, ces différents niveaux de confiance vis-à-vis des banques, vis-à-vis des commerçants, vis-à-vis des amis, de la communauté, de la famille et cetera et il y a des choses très différentes d'une personne à l'autre, bien entendu et tout ça dans l'objectif, en fait, de produire, donc dans un schéma de type, ce qu'on appelle double diamant ou, bon, design thinking pour faire court. Tout ça avec un objectif de produire une vision à moyen et long terme de ce que pourraient être des services très utiles pour les Sénégalais, services financiers. Alors je passe rapidement là-dessus, mais tout ça pour dire que, on a terminé par, identifier des catégories en fait dans la population à partir de ces profils et on n'a pas fait qu'une vague finalement d'entretiens. Cette première étape qui était exploratoire, hein, nous a permis d'affiner nos problématiques et on a mené une deuxième campagne, donc l'année suivante, beaucoup plus, ciblée sur les jeunes d'une part et sur la confiance d'autre part et après toute la difficulté, alors on a pu produire une vision,
qui faisait sens pour Orange Innovation. Et après, tout le challenge, ça a été de transformer l'essai vers le marketing produit, alors du pays, du Sénégal, voire même des autres pays. Mais bien sûr, le comme c'était très contextuel, la priorité, c'était de transformer ça vers le produit au Sénégal ou les produits au Sénégal. Et là, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des conflits de temporalité entre, bien sûr, les activités de recherche et les activités de marketing opérationnel dans un pays. Il faut trouver la disponibilité des interlocuteurs pour partager notre vision, nos données. Les marketeurs ne font pas les mêmes études que les designers. Les marketeurs font des études de marché, les designers font des études d'usage. Il faut réconcilier les données, les approches pour arriver à se comprendre et pour qu'au final, en fait, les marketeurs produits intègrent des éléments de notre vision dans leur roadmap produit. Et donc ça peut durer des mois, bien après la fin de cette campagne de recherche utilisateur. Et les bénéfices, enfin, n'ont pas été immédiats. Il a fallu du temps pour transmettre la connaissance et transformer cette connaissance en évolution de produit, en évolution même d'expérience utilisateur. Donc au final, c'était une très belle expérience, pas facile, face à un pays étranger, lointain, de cultures très différentes et de structures de population très différentes. Et on a tout à apprendre. Donc ça demande du temps, mais ça vaut le coup. Et ça apporte des choses qui sont très différentes, d'une richesse tout à fait différente des études de marché classiques, même pour le pays, hein, le Sénégal qui a priori connaît bien son marché. Et en fait, on apporte des choses supplémentaires, complémentaires des études de marché. On a au final, et ça prend du temps, mais on a l'écoute des marketeurs qui sont dans le pays. Et la grosse question qu'on s'est posée, donc la phase 2, je vous en parlerai pas parce qu'on n'a pas le temps, mais la grosse question que je me suis posée beaucoup plus tard et que je me pose encore, c'est, dans quelle mesure pour nos services en Europe et nos services et nos produits en France, on ne gagnerait pas à avoir le regard éloigné des Africains? Parce que là, on a apporté aux Africains, aux Sénégalais, notre regard éloigné français, avec toute la bienveillance et toutes les précautions, bien sûr, par rapport à nos différences culturelles. Mais pour l'instant, on fait intervenir aucun Africain, pour, nous apporter un regard sur nos usages et nos produits et services. Mais je serais vraiment très curieux de voir ce que ça donne. Voilà, j'en ai fini. Super, merci beaucoup Thibaut, c'était très riche et très intéressant. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions dans le chat et Thibaut y répondra. Moi je vais les poser aussi les miennes, mais tu nous as fait voyager, c'était chouette. Voilà. Du coup, est-ce que Mathilde est prête à prendre la suite? Mathilde, je t'ai vue tout à l'heure. Oui, bonjour. Super. Désolée pour le retard, j'ai eu du mal à me connecter. La main. Alors moi, ce que je vous propose, c'est pas forcément de faire une présentation parce que j'ai pas forcément les moyens de le faire. Là, je suis sur mon mobile. Mais par contre, c'est de vous partager un peu mon expérience très rapidement et de vous soumettre différentes questions à la fin pour éventuellement en échanger. Et j'aimerais bien avoir votre regard par rapport à ces deux questions en fait, que je me pose finalement actuellement sur les pratiques UX. Donc pour me présenter, Mathilde Adriaansens, donc moi je travaille à la région Normandie actuellement, mais j'ai un parcours de designer qui vient plutôt... Alors, pour vous expliquer comment j'ai rencontré l'UX finalement. Moi, je suis formée au design produit, au design industriel. Donc, j'ai commencé ma carrière en 2010 dans un grand groupe de la GSB, Castorama, pour ne pas le citer. Et je travaillais sur des produits avec un fort potentiel dans tout ce qui est usage.
donc réinventer l'usage de certains produits qu'on vendait. Donc en fait, moi, je suis arrivée sur des méthodes d'UX par le design produit, donc le design produit physique. Parce que finalement, enfin, c'est mon point de vue, mais finalement, l'UX a toujours fait partie du métier de designer en tant que designer produit. C'est ce qu'on apprend de toute façon dans les écoles de design, à définir des expériences utilisateurs et pas juste des produits tout seuls dans leur coin. Et j'ai eu la chance de travailler au début que je suis arrivée dans cette entreprise avec le marketing, comme ça a été soulevé tout à l'heure, et à croiser en fait mon regard avec tout ce qui pouvait se faire en enquête marketing. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une combinaison à faire pour aller vers plus de tests d'usage, de tests de concept aussi, récolter des insights potentiellement en proposant des choses aux gens et pas toujours en les interrogeant. Mais finalement, les méthodes marketing qui étaient employées, il y avait du quanti, mais il y avait aussi pas mal de quali au tout début de ma carrière, avec des méthodes qui étaient assez similaires en termes de recueil d'insights que ce que pouvait le faire un designer. En fait, je me suis approprié toutes ces méthodes et j'ai eu aussi l'occasion de tester le test utilisateur sur des produits physiques, sur des montages de produits, etc., où je recrutais des panels d'usagers et puis je leur faisais tester des choses, comme on le fait en UX finalement, mais sur du produit physique. Et ensuite, je me suis confrontée à l'entrepreneuriat parce qu'en 2015, j'ai monté ma société d'accompagnement au design. Alors 2015, c'était encore les balbutiements, on ne parlait pas trop d'UX justement. Donc c'était les tout débuts, mais en fait, moi, je suis partie dans l'optique de travailler avec des entreprises pour les aider à co-concevoir des produits et puis forcément travailler de son côté, avec un pôle marketing, etc., mais vraiment avoir toute une méthodologie de co-construction des produits. Donc ce que j'avais fait, c'était de construire un panel utilisateur avec qui je proposais aux entreprises de construire des produits. Donc finalement, c'était les prémices de la démarche UX. Et dans cette expérience en fait entrepreneuriale, j'ai beaucoup abordé la question des business models parce que j'ai travaillé pas mal avec des entreprises, soit des entreprises qui avaient besoin de repenser entièrement des positionnements un peu stratégiques. Du coup, ça engendrait de repenser leur business model. Ou alors, j'ai travaillé pour des startups qui partaient de rien et qui avaient besoin de se positionner sur le marché. Et donc, en fait, je faisais de la recherche utilisateur pour aider les entreprises soit à se transformer, soit finalement à trouver leur positionnement, en fait, à rencontrer leur marché. Mais j'ai fait aussi de l'UX sur des projets hyper variés. Et le truc, je pense, le plus fou qu'on a fait quand j'avais mon entreprise, c'était de prototyper 3 appartements en taille réelle, en carton, faire venir des gens et faire des tests usagers in situ dans ces appartements. Et également récolter des insights sur les usages pour avoir un point de vue. Donc c'était avec un promoteur immobilier. Voilà. Et en fait, tout doucement, j'ai eu beaucoup de demandes aussi sur du numérique. Mais c'était avant la grosse vague du numérique et avant la grosse vague du numérique UX tel qu'on l'a aujourd'hui, qui n'est pas forcément, de mon point de vue, en fait, c'est un aspect du travail de design qui est appliqué au numérique, mais qui n'est pas l'essentiel. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je me positionne plutôt comme un designer de service ou designer stratégique. Et c'est aujourd'hui ce que je fais. En fait, j'ai lâché mon entreprise en 2020, pendant le Covid, pour rentrer en Normandie, parce que j'étais à Lille. Et j'ai intégré la région Normandie, où aujourd'hui, je travaille beaucoup sur la transformation finalement de l'administration. Faire en sorte qu'on intègre beaucoup plus une vision usagée dans les projets qui sont développés, dans les dispositifs qui sont construits. Donc ça va de choses très très pragmatiques qui peuvent être des formulaires à la dimension stratégique.
Et du coup, mon positionnement aujourd'hui, c'est... alors, je fais encore un petit peu de recherche utilisateur, mais ce n'est pas le gros de mes missions. En fait, aujourd'hui, je suis plutôt une mission de coach, où en fait, j'aide les agents à s'approprier des méthodes, sans en faire pour autant des designers, mais en tout cas pour rapporter beaucoup de bon sens dans les projets qu'on construit, et beaucoup de cette vision usagée, finalement. Donc moi, je suis plutôt, voilà, aujourd'hui, je suis plutôt sur un positionnement de coach en UX que finalement d'UX totalement. Et je travaille autant sur de la refonte de dispositifs que sur de l'accompagnement de définition de stratégie. Je peux pas vous les montrer, enfin, je peux pas vous en parler parce que de toute façon, j'ai pas forcément toutes les autorisations et puis c'est très abstrait, donc ce serait trop complexe pour à présenter en fait comme ça très très rapidement. Et du coup, ce que je me disais, c'était plutôt vous partager mes réflexions du moment, voir s'il y avait les mêmes réflexions dans vos pratiques professionnelles. Moi, j'ai une problématique, donc ça rebondit sur la présentation qui vient d'être faite. C'est récolter des insights, faire des plans, des propositions, etc. C'est génial. Par contre, la question, c'est notamment, moi, dans des enjeux de transversalité. En fait, moi, j'ai des enjeux de transversalité, j'ai des enjeux de changement au sein d'une grosse administration. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour transformer les retours des enquêtes utilisateurs en outils d'intelligence collective. C'est pas évident. Moi, je le fais parfois, mais j'ai toujours l'impression un peu de perdre un petit peu cette matière. Donc, voilà. Je ne sais pas si certains sont confrontés aux mêmes problématiques ou si ça reste des rapports et des présentations à des copiles et en fait des décisions qui se font de manière assez descendante. Moi, c'est ce que je cherche à éviter justement dans les pratiques aujourd'hui parce qu'il y a des sujets aussi assez complexes sur lesquels finalement même une seule personne tout en haut de l'échelle ne peut pas avoir une vision pleine et entière du sujet. Donc ça demande aussi d'être coopté par d'autres. Et puis moi, j'ai un gros enjeu de toute façon dans toutes les décisions qui sont prises de pouvoir emmener l'ensemble des agents vers des choses nouvelles, des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de faire. Et en fait, il suffit pas juste de l'imposer, quoi. Donc ça, c'était la première question. Et puis la deuxième question, c'était un peu aussi ma réflexion. Je ne sais pas si certains pratiquent, mais moi, je suis vraiment entre le faire de l'UX et comment on fait pour faire de l'UX à des gens qui ne sont pas forcément initiés. Et donc cette posture de coach où finalement, faut lâcher prise en fait sur la qualité de ce qui peut sortir et toujours parce que je suis dans ce contexte-là, sur cet enjeu de me dire, même si en fait ils en ressortent avec la compréhension de 10%, ou enfin il leur reste 10% de tout ce qui a été fait, pour moi c'est déjà une victoire. Voilà. Et du coup, c'est juste une réflexion pour savoir si finalement l'UX c'est qu'un métier d'expert ou pas, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Mathilde, très intéressantes tes deux pistes de réflexion. Je pense que ça peut faire des beaux débats par la suite. Comme je disais tout à l'heure, je propose que vous réagissiez dans le chat ou qu'on réagisse, ou vous pourrez réagir directement après que Charles ait présenté sa partie. Voilà, juste pour être sûr que chaque speaker ait eu le temps de faire le temps de présenter sa partie. Voilà. Donc, merci beaucoup Mathilde pour ce retour. Et puis, je passe la parole à Charles. Et puis, on discute après l'intervention de Charles. Voilà. Eh ben, bonjour à tous. C'est drôle ce que tu racontes, Mathilde. Enfin, moi, ça fait beaucoup écho. Je m'en sers comme transition. Ça fait beaucoup écho à moi des pratiques que j'avais avant où je travaillais en agence sur des beaux clients, beaucoup d'administration d'ailleurs. Et pardon, j'ai pas. Excuse-moi. Non, c'est parce que je pensais avoir le. Je vous vois pas, mais c'est pas très grave. Enfin, pour l'instant, je dis rien. Là. Et ouais, donc moi, je bossais en agence et justement, il y avait plein de trucs. On faisait beaucoup d'ateliers post-it, on essayait d'onboarder les gens et moi, je trouvais que ça avançait jamais assez vite. Qu'il se passait pas grand-chose, que ça finissait sur des piles dans les dossiers et rien ne voyait le jour. Et donc, c'est là où j'ai vraiment eu envie à la fois de bosser en start-up,
pour que ça aille plus vite, et de 2, sur plutôt du software qui est somme toute plus facile à tirer que des services où il y a 1001 personnes imbriquées dedans. Donc je trouve, quand on a un impact phénoménal, que ça bouge beaucoup de choses, mais c'est plus difficile d'en avoir un. En tout cas, il faut s'accrocher et avoir une vision plus long terme. Donc, passé cette intro-là, donc moi je suis Charles, je suis software designer à Inato. J'ai changé product pour software, parce que product, il y a cette ambivalence avec, j'ai pas du tout fait de design industriel, j'ai vraiment fait que du numérique. Et juste pour vous donner le contexte d'Inato rapidement, on se présente un peu comme le Airbnb des essais cliniques. Vous voyez plutôt ça comme un espèce de cabinet de chasseurs de tête. On va mettre en relation les hôpitaux avec les laboratoires pharmaceutiques pour faire des essais cliniques. Et donc nous, on communique avec des hôpitaux, on essaie de voir leur candidature, de leur faire répondre à des espèces de formulaires pour mieux comprendre leurs capacités. Et ça, on le digère et on le restitue au laboratoire pharma pour qu'ils se positionnent sur est-ce qu'ils veulent prendre ou pas cet hôpital pour faire cet essai clinique. Voilà. Donc je simplifie volontairement, mais ça vous donne une idée du contexte dans lequel on évolue, qui est une industrie pas si simple aussi, avec beaucoup de choses qui sont vieilles. C'est difficile de dépoussiérer tout ça. Une fois que j'ai posé ce contexte-là, donc pour venir sur la recherche, donc moi, je vais juste vous raconter comment on fait chez Inato. On n'a clairement pas les meilleures pratiques du monde. On essaie de tendre toujours vers du mieux, mais il y a plein de choses qu'on fait pas très très bien. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mettre un timer, mais il doit me rester 7 minutes, j'imagine. Comme ça. Voilà, donc on utilise cette matrice-là, qui, en tout cas, qui est assez parlante, dans le sens où parfois il y a des problèmes qui sont très clairs. Je ne sais pas, vous voulez faire une refonte de j'ai oublié mon mot de passe. Là, il y a quand même beaucoup de standards, il n'y a peut-être pas besoin de faire beaucoup de recherches. Ou comme le faisait Thibaut, on parlait de Thibaut sur cette initiative au Sénégal, où là, il y a un problème. Est-ce qu'on connaît même les problèmes? Il y a un énorme risque, et donc là, on fait beaucoup de recherches. Voilà. On essaie de naviguer un peu là-dedans pour avoir la juste recherche par rapport à notre problématique, et pas à chaque fois foncer dedans en disant il nous faut 2 mois de recherche, sans quoi ça va pas forcément très vite et c'est pas forcément très utile. Après, on essaie de fonctionner avec des hypothèses, au moins pour avoir un parti pris. Donc pas grave si ça vous parle pas du tout, c'était juste une capture d'écran de notre outil Notion de collaboration. Mais voilà, au moins on donne des hypothèses sur ce qu'on pense, à la fois pour les confronter en interne, sur voir si on est aligné ou pas du tout. Et au moins, ça nous donne un axe pour explorer des choses et avoir en quali ou en quanti. Mais voilà, ça nous permet d'avoir un point de départ et se poser les bonnes questions, quitte à justement après à les faire pivoter en cours de route. Donc, ce qui se passe une fois qu'on a notre hypothèse, c'est qu'on va d'abord demander à notre équipe data de nous sortir des chiffres. Donc là, j'ai mis en l'occurrence des trucs plus ou moins simples, mais de navigation, de tunnel de conversion sur des formulaires d'inscription. Donc ça, c'est assez facile. Parfois, il y a des trucs beaucoup plus compliqués, des relations, etc. Donc voilà. En tout cas, on essaie de se nourrir du maximum de données quantiques qu'on peut pour avoir une vision du problème, ou est-ce que c'est à quel endroit est le problème. En tout cas, ça nous donne une piste de OK, c'est ici qu'il faut creuser. Et ce qui généralement nous amène après sur le quali avec plutôt des interviews où ça nous permet de mieux cerner les questions qu'on va poser pour savoir ce qu'on veut apprendre, même si parfois, on apprend souvent, on pose la première question et puis la conversation arrive et on découvre plein d'autres choses. Voilà, mais au moins, ça donne une trame, ça donne un guide, et ce qui nous permet après de confronter les réponses qu'on a et d'avoir l'entretien aligné par rapport à ce qu'on cherche à avoir. Je pense que là-dessus, il n'y a pas... c'est plutôt une bonne pratique. Je ne pense pas vous apprendre grand-chose, mais ça fait partie de notre process. Et avant d'avoir des interviews, ce qui est compliqué pour nous, c'est de réussir à avoir accès aux utilisateurs, où on a des gens, c'est leur vie professionnelle, ils sont très pris, souvent c'est des docteurs, des médecins en hôpital, etc. Donc ils courent après le temps, donc c'est difficile de les avoir. Donc il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on arrive à mobiliser ce temps d'entretien entre 15 et 30 minutes. On essaie de le garder court pour optimiser la présence. Voilà. Donc en gros, on utilise des outils, on sort de notre base de données les emails des gens qui justement correspondent au profil qu'on va l'interroger, et du coup, on a installé un petit plugin qui permet via une Google Spreadsheet de envoyer via mon Gmail plein d'emails d'un coup pour éviter de le faire manuellement et semi-industrialiser le process. Ce qu'on fait également, c'est qu'on utilise notre outil d'emailing, donc un peu dans le même principe, ou parfois même on se greffe sur des interviews que font notre équipe de Customer Success, qui elle est très proche
nos utilisateurs. Et ce qu'on fait maintenant de façon quasi systématique, c'est d'enregistrer nos entretiens, ce qui permet à la fois de pouvoir y revenir facilement, de ne pas avoir beaucoup de notes à prendre pendant le call. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, maintenant, on a des résumés qui sont parfois bons, parfois moins bons. Et l'autre chose aussi, c'est justement, c'est peut-être des choses qui peuvent résonner avec les deux précédentes interventions, c'est qu'on peut avoir des petits clips et dire, OK, ce passage-là est hyper intéressant. Et du coup, c'est hyper facile de compiler 5 minutes de vidéo en disant, voilà ce qui a été dit sur tel sujet. Je vous avouerai, ce n'est pas un truc qu'on fait souvent, mais si on devait avoir à le faire, ce serait assez facile. Et je pense qu'on a de la chance de ne pas avoir besoin souvent de convaincre notre hiérarchie plus que ça. Mais dans des environnements où je sais qu'on le faisait avant, de découper des morceaux d'interview pour vraiment les montrer que les décideurs soient face à une vraie personne. Et ça avait souvent un peu fait bouger les choses. Voilà. En tout cas, on enregistre le plus possible pour garder traces, etc. Donc, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on a le résumé par l'outil, on fait notre propre résumé, on essaie de garder des citations qui permettent vraiment de partager à l'équipe. Et on le poste également sur Slack pour que l'ensemble de l'équipe soit au courant et pour partager la connaissance. C'est quelque chose de hyper important aussi pour nous parce qu'on ne veut pas être cloisonné, on veut que chacun ait au moins une compréhension au niveau des enjeux. Voilà, donc on essaye de partager cette connaissance-là et de la structurer le plus possible. Une fois qu'on a fait, pendant même qu'on fait notre recherche, on ne le fait pas tout le temps, mais on essaye d'avoir une espèce de sommaire de notre recherche qu'on fait évoluer au fur et à mesure pour vraiment avoir les grandes tendances de ce qui se dégage au fur et à mesure et de pouvoir la réinterroger au fur et à mesure des différents entretiens qu'on a. Voilà, c'est difficile dans le rythme de production et tout, c'est difficile de faire quelque chose de très tenu et maintenu, mais souvent ça nous a aidé à éviter les biais de récence où on a fait tellement d'interviews ou certaines qu'on se souvient que des 3 dernières et c'est ça qui a un peu fait un effet d'halo sur le reste. Et voilà, ça nous permet de rester un peu neutre dans les apprentissages et ce qu'on en fait. Un autre outil qui est très utile pour nous, vu qu'on est une plateforme digitale, c'est qu'on a cet outil qui s'appelle Full Story qui permet de enregistrer les sessions des utilisateurs. Donc, quand ils viennent sur le produit, c'est enregistré, quasi tout. Et du coup, on peut vraiment revoir ces sessions-là. Donc, c'est hyper intéressant pour nous, pour de l'utilisability surtout, pour voir s'il y a des problèmes. Après, en discovery, quand on cherche quelque chose, c'est très difficile parce qu'on n'a pas l'intention de l'utilisateur derrière. On ne sait pas ce qu'il cherche à faire. On ne sait pas s'il a réussi ou pas. Donc, c'est vraiment pas une fin en soi, mais ça nous aide parfois à mieux comprendre en tout cas certains usages ou certains parcours, pourquoi il y a un manque de conversion, il y a un drop à cet endroit-là. Donc ça, c'est assez utile. Les autres leviers qu'on a aussi, c'est notre équipe de Customer Success qui, elle, est vraiment en lien avec tous nos utilisateurs. Donc pareil, on les a invités et enjoints à poster le plus possible quand ils apprennent des choses pour que toute l'équipe, surtout l'équipe produit, soit le plus au courant possible de ce qui se passe. Et de l'autre côté, on a des formulaires aussi qui sont envoyés soit à des moments clés des interactions, parce qu'on a des interactions assez longues. Imaginez pendant tout un process de recrutement entre tout le début et toute la fin, mais ça peut durer 6 mois. Et des choses qui sont des formulaires qui sont dans le produit à certains moments. Voilà. Et tout ça, pareil, est envoyé dans le Slack pour que ce soit visible. À cette étape-là, ce n'est pas encore structuré, mais au moins, ça permet d'avoir ce truc-là. Et je vais essayer d'accélérer un peu pour qu'on ait le temps. Autre chose qu'on a testé aussi, c'est Maze, qui est un outil qui permet de mettre un prototype Figma et après, vous pouvez voir où les gens ont cliqué, ce qu'ils ont fait, etc. Nous, on a eu très peu de réponses dessus. Et après, pour moi, c'est toujours le même problème on ne comprend pas le pourquoi derrière, donc c'est difficile à analyser. On ne sait pas, oui, les gens, ils ont réussi à trouver le clic, mais est-ce que c'était ce qu'il leur fallait ou pas? Donc, si vous avez des retours d'expérience sur Maze, je serais ravi d'en discuter. Voilà. Une fois qu'on a toute cette connaissance-là, nous, on s'en sert pour affiner le problème ou la solution. Donc, c'est dans le product brief à la fin qu'on met toute cette connaissance-là, en tout cas qu'on la synthétise et qu'on essaie de la faire la plus courte possible. Et après, si les gens veulent creuser, ils peuvent. Voilà. Mais en tout cas, on fait rarement des rapports de recherche. C'est plutôt immédiatement appliqué à comment ça peut informer les prochains projets produits qu'on va faire. Et là, fast forward, on a lancé le projet, c'est cool. Ce que moi j'aime beaucoup dans la startup que je faisais pas du tout dans d'autres contextes, c'est qu'on mesure l'impact qu'on a eu en ayant implémenté la fonctionnalité ou une nouvelle partie. Voilà. Et donc on fait vraiment attention entre 2 semaines, 1 mois, ça dépend des fonctionnalités, mais à revenir sur est-ce qu'on a atteint les buts qu'on voulait ou est-ce qu'on a fait bouger certaines métriques. Voilà. Et là, après, on se pose toujours la question on a fait bouger, pas bouger, est-ce qu'on remplit, est-ce qu'on itère? Voilà, on n'est pas très, très bon là-dessus. C'est toujours une priorité en chasse une autre, mais au moins, c'est sain de se rendre compte est-ce que ce truc-là a eu un impact.
Et je crois que je finirai avec le dernier truc que j'ai vu passer récemment, qui je trouvais très intéressant. Donc, c'est des outils un peu pour moi, c'est qu'est-ce que si on devait partir de zéro, mais en tout cas, là où je vois que la recherche utilisateur pour les produits numériques dans notre type de contexte va, c'est qu'il y a vraiment des outils qui agrègent l'ensemble des retours utilisateurs qu'on peut avoir. Donc là, vous pouvez voir, donc que ce soit justement par l'App Store, des choses qui sont partagées dans les Slack ou autre chose, ou justement tous les transcripts des réunions qui sont faites, en tout cas avec des utilisateurs. Et le but, c'est que ces outils-là, après, ils font une grosse synthèse où ils agrègent et ils vous permettent très rapidement d'obtenir des synthèses. Alors, nous, on ne l'a pas encore fait, implémenté, donc je ne sais pas vous dire quel est le degré de finesse et de pertinence de ces rapports-là, mais en tout cas, c'est sûr qu'à un moment donné, ça le sera de plus en plus. Et après, il y a toujours cette histoire de est-ce qu'on veut isoler les signaux forts ou plutôt isoler les signaux faibles, qui est souvent toujours intéressant en recherche, de capitaliser sur les choses un peu anecdotiques. Et l'autre chose qui a développé le même produit que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il démarre par un formulaire, donc ils font les étapes avant celle-là, et en fonction des réponses, en fait, ils vous disent ah bah maintenant j'ai des questions en plus à vous poser, et en fait c'est une IA qui se base sur les réponses et qui justement essaie de creuser les 5 pourquoi. Voilà, donc au lieu que ce soit un researcher qui soit là, c'est l'IA qui va essayer de poser les questions et de creuser. Pareil, je ne sais pas à quel point c'est pertinent, mais je pense que de plus en plus enfin, en tout cas pour faire de la research at scale, je pense que ça peut être très intéressant. Et en plus, quand on le croise avec ce qu'on voit, les dernières itérations de ChatGPT, où il y a de l'audio, ça va être plus facile que de demander à l'utilisateur d'écrire un paragraphe, etc. Voilà. Donc je pense que c'est, en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresserait de creuser. Et je pense que c'est un peu, en tout cas, l'avenir dans ce type de contexte. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Et à la fin, comme j'ai fait beaucoup de name dropping d'outils, si certains qui s'étaient intéressés, voilà, en tout cas, je vous enjoins à prendre une capture d'écran ou un truc pour essayer de voir ce qui vous intéresse là-dedans et au plaisir d'en discuter. Top, merci beaucoup Charles, très riche aussi, c'est chouette. On a trois interventions très différentes chacune avec les aspects de la recherche qui sont abordés de manière différente. C'est très riche. Merci beaucoup. Du coup, il nous reste 12 minutes pour des questions. Voilà, donc n'hésitez pas je vous propose peut-être de passer par le chat et je vous donne la parole. Voilà, comme vous voulez, ou levez la main, comme vous préférez. Peut-être que le chat est plus simple. Moi, en tout cas, j'ai trouvé intéressant, peut-être pour commencer, les deux questions que posait Mathilde, je trouve qui était vraiment la première, en tout cas, était un sujet qui a été évoqué chez Charles et chez Thibaut aussi, de comment transformer des insights en recos stratégiques. En fait, à quel moment cette recherche utilisateur devient quelque chose de concret, et comment on peut faire que ça devienne quelque chose de concret et pas une jolie présentation et un joli poster. Donc, si vous avez un peu des choses à raconter là-dessus, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Bah, Charles, vas-y, si tu veux. Je ne veux pas monopoliser du tout la conversation, donc si quelqu'un d'autre veut intervenir, qu'il n'hésite pas. Je peux parler de deux expériences que justement dans l'agence dans laquelle je bossais avant, on bossait pour ça s'appelait la DITP, qui était la direction interministérielle pour la transformation publique. Et donc, on avait ce sujet-là d'essayer de transformer les services publics. Et donc, il y a deux initiatives qui ont plus ou moins eu des points forts et des points faibles, mais il y en a une dans laquelle nous, on a pris un territoire. Quand je dis nous, c'était l'équipe projet, donc parisienne, 7e arrondissement, qui arrive au milieu de Cahors. Voilà, donc vraiment un peu, c'était déjà la lutte les Parisiens viennent nous envahir, etc. Donc il y avait déjà un peu ce biais. Peu importe. Donc on arrive là-dedans avec nos peu de connaissances du territoire. Et en fait, on a mis autour de la table, on a fait une espèce de recherche, on avait des personas et on a mis autour de la table les gens, donc il y avait Pôle emploi, il y avait la CAF, il y avait plein de choses, des associations, des pompiers. Et voilà, on les a fait travailler sur ce que pensaient être les problématiques du territoire, et c'était à eux de venir avec des projets. Et nous, alors, il y avait une séance de coaching toutes les semaines, on aidait à les faire accoucher de projets. Donc, il y avait des idées intéressantes, des gens, etc. Ce qui s'est passé à la fin, c'est qu'en fait, les gens ne devaient pas être assez portés par leur idée, et donc il n'y a pas de porteur. Donc, il y a un ou deux projets où les gens étaient vraiment
intéressés pour ça. Mais en tout cas, il y a vraiment un sujet d'être porteur de projet pour moi pour réussir à transformer ces insights-là. Et c'est ce qu'a fait une autre initiative où eux, pour le coup, ils ont fait une approche différente où ils ont dit, OK, c'est aux équipes terrain de toute la France de nous reporter des idées et nous, on va les aider à les faire un peu comme ce que veut faire Betagouv ou ce genre de truc, mais c'est pas forcément numérique d'ailleurs. Voilà. Et ce qui fait que du coup, il y avait peut-être moins de projets ou des choses parfois moins ambitieuses, mais au moins il y avait des porteurs qui avaient envie d'accoucher de quelque chose et qui, avec l'aide de multiprofessionnels, arrivaient à faire accoucher quelque chose. Voilà. Donc, j'ai pas de réponse ultime. Ma seule réponse est que j'ai l'impression qu'il faut que les gens, c'est difficile s'ils ne sont pas porteurs ou qu'ils ont compris la portée de ce que vous pouvez faire avec le design et ce que vous pouvez apporter à la recherche, c'est très difficile de les convaincre ou y aller par des baby steps. Voilà ce que j'avais à apporter au sujet. Top, merci, merci Charles. Est-ce que quelqu'un a envie de réagir là-dessus? Vas-y Mathilde. Ouais, non, mais je comprends ce que tu as expliqué parce que moi, ça fait partie de mes gros sujets. Moi, la question que je me pose, c'est c'est pas la question de quel projet on fait, c'est plutôt si on fait une recherche utilisateur, que ce soit moi ou des collègues qui la font. En fait, souvent, nous, on est organisé en service, donc on est encore en silo, etc. Mais les projets dépassent toujours le périmètre du service.